la distance entre ces points diminuant et tombant en dessous de toute longueur, si petite soit-elle. Il y a de la place pour rien, là. Vous avez votre série infinie, compacte et convergente de points rationnels. Ben, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et ben, voilà. Écoutez bien, regardez. Je vais vous faire surgir une place. Je construis sur ma droite, là, vous voyez, je construis un triangle rectangle isocèle. Donc, à droite, mon segment de droite 1, avec tous ces points rationnels marqués par des nombres fractionnaires, formant une série compacte, convergente, infinie, dont la limite est 1. Je construis mon rectangle, mon triangle rectangle isocèle. Et j'appelle X les côtés du rectangle. Je prends mon compas et ça c'est un arc de cercle. Je prends mon compas et j'y fais, comment dire, je marque le point où mon cercle rencontre la droite AB. Vous voyez, mon cercle a comme centre A et comme rayon le côté du triangle rectangle que j'ai construit sur la droite. Voilà. Regardez-le. Vous vous rappelez ce qu'on vient de voir avec le théorème de Pythagore, où j'ai 1 au carré égale 2x2, x au carré plus x au carré. On retrouve notre théorème de Pythagore. Ce point-là, c'est un nombre irrationnel. C'est quelque chose de formidable, mais d'incroyable. Incroyable. Mon segment que je croyais compact, convergent, c'est-à-dire excluant toute lacune, voilà un point qui n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie, c'est un nombre irrationnel. Avec votre histoire 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, 5 sixièmes, etc., etc., etc. Et des quantités de plus en plus petites qui tombaient en dessous de toute longueur assignable. Vous étiez en droit d'avoir constitué une série sans lacune. Voilà. Voilà une lacune. Comprenez? Il faut que vous passiez très vite en imagination, dans votre esprit, d'une figure à l'autre.
Là, j'ai mon segment AB. Vous le prenez tout seul dans l'esprit. Vous le comblez entièrement, à l'infini, avec votre série convergente à l'infini. Et vous vous dites, ouf, j'ai du continu. Si vous en restez là, en effet, vous ne pouvez pas voir. Je veux dire, voir par l'œil de l'esprit, on n'en est plus au sens. Votre œil de l'esprit, au sens où Spinoza dit les démonstrations sont les yeux de l'âme, à votre œil de l'esprit, saisit une continuité parfaite. Vous construisez votre triangle rectangle sur le segment, vous prenez votre compas et vous faites surgir quoi? Une lacune. Il y avait une lacune que votre œil de l'esprit ne pouvait pas voir. Je veux dire, là, ce n'est pas un problème de l'imperfection des sens. On est en plein dans un paradoxe fondamental qui est une imperfection de l'esprit comme tel. Il n'est pas apte à voir une lacune sur une ligne droite. Je veux dire, santé, ça devient passionnant. Enfin, ça, je ne sais pas pour moi. Cette ligne est pleine de trous. Cette ligne droite que vous avez tracée, elle est pleine de trous, non pas du tout en fonction des imperfections sensibles, parce que c'est une ligne tracée sans sensible. C'est en tant qu'intelligible que cette ligne droite, constituée comme une série compacte et convergente, est en fait une ligne pleine de trous. Elle est remplie de lacunes. Et à chacune de ces lacunes correspond quoi? Correspond un nombre irrationnel. Et en effet, un nombre qui n'est ni entier, ni fractionnel. C'est une merveille, vous savez. Vous vous sentez émerveillé de cette... Vous comprenez? Encore une fois, il n'y a rien d'étonnant, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y aurait absolument rien d'étonnant s'il s'agissait de la ligne droite sensible, mais pas du tout. Je parle de la ligne intelligible telle qu'elle est visée par l'esprit à travers le dessin sensible. Mais là, tout change en fait. Quoi? Si tu dis, hein, je ne sais pas comment le dire, exactement pour toi. Si cette ligne est considérée comme une ligne de l'esprit et que celle-ci, hein, sur le tableau, n'est qu'une figure ou un prétexte pour montrer ce qui se passe, hein, intérieurement, il me semble que le discours se change complètement. Car à peine le discours n'aurait strictement aucun sens si je parlais de la ligne sensible. Si je vous disais, je trace une ligne, et au niveau du microscope, vous verriez que cette ligne saute, et que votre trait n'est pas réparti également, etc., aucun intérêt. C'est dans la mesure où la ligne droite est susceptible d'une définition dite intelligible ou purement conceptuelle que les choses deviennent intéressantes. C'est-à-dire, c'est cette ligne définie purement conceptuellement et définie de quelle manière? Par la série compacte et convergente qui semble donner un concept de continuité inattaquable. Et voilà que vous êtes capable de montrer que cette ligne constituée par une série compacte et convergente est pleine de lacunes, est pleine à la lettre de trous. C'est-à-dire de points qui ne sont pas rationnels, de points irrationnels. Mais ces points irrationnels, à ce second moment de mon histoire, vous ne pouvez les considérer que comme des lacunes. C'est des trous dans la continuité. D'où le coup de tonnerre, c'est que le compact et le convergent
où la série des points, la série infinie des points rationnels, ne suffit pas à définir le continu. Ça va, il n'y a plus qu'un épisode alors. Donc, comment s'en tirer? Il faut, tout ça, ça s'étale sur beaucoup de temps, de recherche. Il y a eu 1000 manières de s'en tirer, plus ou moins bien. Mais enfin, la grande manière de s'en tirer, il faudra attendre la fin du 19e. À la fin du 19e, il y a un grand mathématicien qui s'appelle Dedekind. D-E-D-E-K-I-N-D. Qui va relancer le problème du continu. Et son idée, elle est toute simple. Il se donne le schéma suivant. À savoir que tout point sous-entendu rationnel, ou tout nombre rationnel, peu importe, tout point ou tout nombre rationnel opère une coupure. C'est-à-dire le premier mérite fondamental, et qu'il ne faut pas confondre toutes les notions. Tout à l'heure, je parlais de lacune, là, je parle de tout à fait autre chose. Tout point rationnel opère une coupure sur une droite, ou ce qui revient au même, tout nombre rationnel, entier ou fractionnaire, constitue une coupure dans la suite infinie des nombres rationnels. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire une coupure? Couper. La définition doit être très stricte, puisqu'il s'agit de mathématiques, c'est répartir un ensemble en deux classes, dont l'une sera, à votre choix, au-dessous et l'autre au-dessus, l'une inférieure et l'autre supérieure, l'une avant, l'autre après. La coupure, de toute façon, répartira votre ensemble en deux classes. Par exemple, si je me donne un segment vertical, je dis le point X comme coupure répartit l'ensemble AB en deux classes dont l'une est au-dessus, l'autre en dessous. Troisième point, il faut bien suivre, hein, c'est pas difficile du tout. Hein. Dedekind, c'est très difficile, mais ce que je dis, c'est très très facile. Hein. Troisième point, tout point de la classe inférieure, dans ce cas celle d'en dessous, tout point de la classe inférieure, supposons, est en dessous ou inférieur à tout point de la classe supérieure.
Quatrième remarque, X, la coupure, fait partie de l'une ou l'autre des deux classes. Les deux classes, la classe A en dessous, la classe B au-dessus. Vous pouvez à votre choix décider que X fait partie de la classe A ou que X fait partie de la classe B. Comment peut-on choisir en fait? Si le copier, Et tu choisis tour à tour, tu fais les deux choix, successifs. Tout ce que tu peux dire, c'est que s'il appartient à X, s'il appartient à la classe A, il n'appartient pas à la classe B. Et inversement. Mais tu n'as aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre. Dernière remarque, toute droite comporte une infinité de coupures. Ou, si vous préférez, la série des nombres rationnels comporte une infinité de coupures, chaque nombre rationnel étant une coupure. D'accord? Pas de difficulté? Alors c'est là que la merveille va surgir. À nouveau. On va si vous voulez, de catastrophe en merveille, parce que Dedekind pose une question simple. Eh bien, d'accord. Ma droite, là, vous vous rappelez, elle est pleine de lacunes. Les lacunes, c'est les nombres irrationnels. En d'autres termes, ma droite comporte une infinité de coupures. Voyez, mais c'est une astuce diabolique. Il est en train de définir le continu par la coupure. À partir de là, jamais plus les rapports. C'est-à-dire, il fait la grande réconciliation du nombre et de la longueur. Mais à quel prix? En changeant radicalement le concept de nombre. C'est ça un grand mathématicien. Alors là, je dirais presque, quelle différence il y a entre un mathématicien et un philosophe? Je veux dire, si vous acceptez la définition que je vous ai toujours proposée de la philosophie, à savoir, c'est une discipline qui consiste à inventer les concepts, là, je prends un exemple en mathématiques, de grande invention de concepts, à savoir l'idée de définir le nombre par la coupure. Ça c'est signé, c'est un concept autant que le cogito est signé Descartes. Définir le nombre par la coupure, ça n'avait jamais été fait. Jamais. Comment on définissait le nombre? On définissait par unité et addition. Il fallait se donner les notions d'unité et d'addition pour engendrer le concept de nombre. Il y a une lacune en vous. Je réfute le mot diabolique au profit du mot intellect. Excusez-moi. Vous, quoi? Je réfute le mot diabolique au profit du mot intellect. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Mais j'ai dit diabolique? Oui, vous l'avez dit. Oh mon Dieu. C'était un lapsus. Vous comprenez? On ne voit pas encore ce qu'il y a d'étonnant. Parce qu'il se trouve devant ce problème, donc. Il a son infinité de coupures. Toute droite comporte une infinité de coupures. Mais elle comporte aussi une infinité de lacunes. Les nombres irrationnels. Si tout nombre rationnel détermine sur la droite, si tout nombre rationnel détermine sur la droite une répartition telle qu'on vient de voir, une répartition en deux classes, d'accord? Mais les lacunes, les nombres irrationnels, ce n'est pas des coupures, c'est des lacunes. Et le problème de Dedekind, ça va être comment donner à la lacune un statut de coupure. S'il réussit à donner à la lacune un statut de coupure, il a gagné, c'est-à-dire il a unifié.
tous les nombres sous le concept de coupure. À ce moment-là, le genre du nombre, ce sera la coupure. Et si vous voulez, c'est à la fois, c'est arithmétiquement une espèce de révolution. Et comment il va faire? Ben, en effet, essayons sur son schéma, là, je reviens à ce schéma, de marquer une lacune. Il suffit que je prenne pour classe, par exemple, K simple. Je prends pour classe les deux classes, puisque une coupure opère une répartition en deux classes. Là, je prends le cas le plus simple, le nombre 2. Et j'ai mes deux classes. 2 est considéré comme coupure. J'ai dès lors mes deux classes. Tous les nombres plus petits que 2 et tous les nombres plus grands que 2. C'est une coupure. Tout va très bien. Supposons que je définisse mes deux classes maintenant de la manière suivante. Tous les nombres dont le carré est plus petit que 2. Et tous les nombres dont le carré est plus grand que 2. Racine de 2 est un nombre irrationnel. C'est une lacune. En même temps, il suffit que je dise ça, vous devez déjà sentir de quelle manière il est déjà en train de ramener la lacune à un cas particulier de coupure. Car vous vous rappelez la condition de la coupure rationnelle, c'est-à-dire coupure opérée, répartition opérée par un nombre entier ou fractionnaire. C'est que tout terme de la première classe doit être plus petit que tout terme de la seconde, et le nombre qui marque la coupure doit être compris soit dans la classe inférieure, soit dans la classe supérieure. Deux fera partie d'une des deux classes. Si vous prenez 2 comme coupure. Si 2, à votre choix, purement conventionnel, si 2 fait partie de la classe supérieure, vous direz que la classe supérieure a un début. En revanche, la classe inférieure n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin puisqu'elle converge à l'infini vers 2. Dans une série convergente. Inversement, si vous considérez 2, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, comme début. J'avais dit premier cas, vous le considérez comme début de la classe supérieure. Second cas, si vous le considérez comme fin de la classe inférieure, la classe inférieure a bien une fin, et la classe supérieure n'a pas de début. Bien.
supposez maintenant que vous disiez ceci. Admettons des coupures spéciales. Qu'est-ce qu'elles auront de spécial? C'est donc que dans toute coupure rationnelle, ou bien la classe inférieure a un maximum, ou bien la classe supérieure a un minimum. C'est ça qui définit une coupure rationnelle. 2 est une coupure rationnelle, puisque la classe inférieure a un maximum de lui-même, ou bien la classe supérieure a un minimum de lui-même. Eh bien, qu'est-ce que ce sera une coupure irrationnelle? Voilà. Un nombre irrationnel, il opère une répartition. Racine de 2 opère une répartition exactement comme les nombres rationnels. Racine de 2 opère une répartition sur la droite. C'est-à-dire une distribution de 2 classes. Simplement, il ne fait partie ni de l'une ni de l'autre. Il ne fait partie ni de l'une ni de l'autre, si bien que ni l'une n'a de fin, ni l'autre n'a de début. En d'autres termes, il n'y a plus de lacunes, il n'y a plus que des coupures, étant dit qu'il y a 2 espèces de coupures. On appellera coupure rationnelle. Celle qui opère une répartition en 2 séries, telle que l'une des séries est une fin, ou l'autre des séries un début. La coupure faisant partie d'une des 2 séries. On appellera coupure irrationnelle une répartition telle que la coupure ne fait partie d'aucune des 2 séries et que l'une des séries n'a pas plus de fin que l'autre série n'a de début. Et l'on dira uniquement le continu, c'est l'ensemble des coupures rationnelles et irrationnelles. Vous aurez défini la continuité même par la coupure. Dès lors, le nombre sera en effet réconcilié avec le continu. À quelles conditions? À condition de changer de concept. Le genre du nombre, c'est la coupure. Si le concept de nombre, c'est la coupure, la réconciliation se fait entre la continuité des longueurs et la discontinuité des nombres. Discontinuité qui n'était pas comblée par l'ensemble des nombres rationnels, puisque le nombre irrationnel vous imposait des lacunes. Rien à voir. Rien à voir avec les mathématiques. Je dis, ben vous savez, dans le cinéma ancien, enfin dit ancien, mettons, d'avant-guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des coupures. C'est même un terme cinématographique. Il y a des coupures entre 2 images ou entre 2 séries d'images. Ces coupures, elles ont plusieurs sortes, plusieurs allures. Elles peuvent être en fondu. Le fondu lui-même étant ou bien au noir ou bien enchaîné. Elles peuvent être en cut, montage cut, c'est-à-dire coupure optique, purement optique,
ou bien elle peut impliquer un raffinement qui existe déjà dans le cinéma, que vous trouvez déjà chez Eisenstein, dans des cas splendides, des faux raccords. Bon, tout ce domaine, je dis c'est marrant cette histoire, parce que ce cinéma qui connaît déjà tout, c'est une hypothèse comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, sans trop forcer l'analogie, il opère par coupure rationnelle? Prenez un fondu. Dans un fondu, vous avez une répartition. C'est bien une coupure, puisque ça opère une répartition entre deux séries d'images. Et la coupure elle-même fait partie de l'une des deux séries. C'est typiquement une coupure rationnelle. Je dirais que, là je me sens moins sûr de moi, parce que j'ai peur qu'on puisse dire le contraire aussi. Mais ça n'a aucune importance. Je dirais que dans un fondu au noir, la première série n'a pas de fin, et que la seconde série a un début. Dans un fondu enchaîné, je dirais que la première série a une fin et la seconde série pas de début. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse pas dire le contraire aussi. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Mais ça aussi, ça a une certaine importance. Peut-être que de deux points de vue, il faudrait dire les deux à la fois, je ne sais pas. Mais je me dis, le cinéma, avant la guerre, il procédait énormément par coupures, ces coupures étant des coupures de type rationnel. Quand même, faudrait alors, réaction. Mais ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est complètement arbitraire. Il mélange tout, il mélange les mathématiques, le cinéma. Alors, je me dis, ah ben non, ils exagèrent de penser ça. Ce n'est pas moi, c'est Eisenstein. Il y a dans Eisenstein des pages que tout le monde connaît, enfin que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui ne sont pas des pages pour faire malin, où il explique que les images constitutives d'un film répondent à une loi de développement spiralique. Et il commente image par image le cuirassé Potemkin. Et je dis juste, on verra après le repos dont on a tant besoin. J'essaierai de préciser cette vision, mais il nous donne lui-même la formule à laquelle obéit le développement du film, à savoir des rapports commensurables, c'est-à-dire rationnels, OA sur OB du type, c'est des rapports commensurables alternatifs. OA sur OB, dit-il, c'est sa formule qui rappelle tout le temps, égale OB sur OC. C'est le type même d'un rapport rationnel qui est censé déterminer et qui est censé renvoyer à la section d'or. La section d'or étant un point, le point qu'il appelle lui-même point césure ou point coupure. Il appelle point césure. Accordez-moi que je ne sais même pas si en russe il y a deux mots pour césure et coupure. Mais c'est pareil. Bien. Donc je ne suis pas en train de plaquer un problème sur un autre. J'entends bien que il ne s'agit pas de développer mathématiquement à propos du cinéma, etc. Mais c'est une curieuse rencontre.
Vous me direz alors, mais ce cinéma connaît déjà le faux raccord. Oui. Il connaît déjà le montage cut. Oui. La coupure optique. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Des lacunes. Des lacunes volontaires. Des lacunes volontaires qui doivent avoir un effet affectif. Bon. Je dis, depuis le début, on est en train de chercher un peu ce qu'on pourrait appeler les caractères nouveaux du cinéma d'après-guerre. Je crois qu'entre autres, et je réinvoque par exemple, qu'est-ce que c'est que la nouveauté de Bresson à cet égard? Qu'est-ce que c'est que la nouveauté de la nouvelle vague à cet égard? Bon. C'est l'arrivée dans l'image cinématographique, d'un tout nouveau type de coupure. La coupure gardant toujours sa définition, opérer une répartition entre deux séries d'images. Seulement voilà, je dirais en très gros, c'est pour ça qu'il me fallait ce long développement mathématique, je dirais en très gros, le cinéma moderne opère ou invente une toute nouvelle conception de la coupure. Il procède, pas toujours, mais il procède avec des coupures irrationnelles. C'est-à-dire avec le critère qu'on a pris à Dedekind de la coupure irrationnelle, la coupure ne fait plus partie. C'est pas comme dans le fondu, au noir ou enchaîné, la coupure ne fait plus partie d'aucune des deux séries qu'elle répartit. Ça peut être imperceptible. C'est-à-dire le faux raccord prend une dimension absolument nouvelle. Il était déjà là avant, mais avant ça n'était qu'une lacune. Maintenant il change de statut. Le faux raccord se met à valoir pour lui-même. Il n'est plus une lacune dans la série des images. Il est une coupure irrationnelle entre deux séries d'images. Et à ce titre ne fait partie ni de l'une ni de l'autre. Vous me direz, c'est pas un grand bouleversement, complètement. Si tous les problèmes de rythme c'est exactement, si vous faites la comparaison, c'est exactement la découverte des nombres irrationnels. Les coupures sont des équivalents de nombres irrationnels. Alors que, à mon avis, le montage de l'ancien cinéma, du cinéma d'avant-guerre, était un montage toujours conçu d'après des rapports de commensurabilité. Chez Eisenstein, qui est un des plus grands théoriciens du montage avant la guerre, chez Eisenstein, ça me paraît évident la présence des rapports de commensurabilité comme condition du montage même et de ce qu'il appelle l'harmonie dans le montage. Tandis que là, vous allez avoir, je prévois l'avenir, je dis, et si je me suis servi d'un long parallèle avec les mathématiques, pourquoi qu'on ne se servirait pas un jour lointain, plus lointain, d'un parallèle avec la musique? On est où là aussi, tout ce que je viens de dire sur les notions de coupure, de série, c'est pas que ça ressemble et que ça s'applique, mais est-ce que ça n'aurait pas des équivalents musicaux aussi? Mais là, je suis pour le moment en train de chercher juste au niveau des images visuelles. Et je dis, c'est forcé que le faux raccord ait pris un sens complètement autre. Le faux raccord dans le cinéma moderne, et là encore, le grand précurseur, c'est Bresson. Ça n'est plus une lacune, c'est une coupure irrationnelle. Et à ce titre, le faux raccord se met à valoir pour lui-même. C'est une coupure irrationnelle parfaitement positive en elle-même. Le faux raccord a pris son maximum de positivité. Si petit soit-il, c'est-à-dire si rapide soit-il, si petite soit la durée de temps qu'il occupe, mais supposez qu'il s'étale, qu'il s'élargisse. S'il s'étale, s'il s'élargit, on a déjà vu le cas, ça donne l'écran blanc ou l'écran noir.
l'écran blanc et l'écran noir sera la présentation d'une coupure irrationnelle en elle-même et réagira sur l'ensemble des images. Elle opérera une répartition entre deux séries, mais n'appartiendra à aucune des deux séries. Et les images seront en perpétuelle relation avec les coupures irrationnelles qui les traversent. Et l'écran blanc ou l'écran noir, ce sera l'exposition de la coupure irrationnelle pour elle-même. On a vu l'importance notamment que prenait l'écran blanc ou l'écran noir. Comme disait Burch dans le texte que j'invoquais une fois, là, récemment, l'écran blanc et l'écran noir pouvaient apparaître avant, il avait une valeur avant tout de ponctuation. C'est exactement ce que je viens de dire. Le faux raccord, c'est l'équivalent. Le faux raccord apparaissait avant, il avait une valeur de lacune. Les termes diffèrent, ça revient au même. Burch dit, bon, on sent bien qu'il y a un certain moment où, avec le cinéma expérimental, pas avec la naissance, il y a toujours eu un cinéma expérimental, mais à un certain moment dans le cinéma expérimental, par exemple, où l'écran blanc ou noir se met à valoir pour lui-même, c'est-à-dire prend ce qu'il appelle une valeur structurale. Bon. Je dirais que ça n'est possible que lorsque l'écran blanc ou noir vaut comme présentation de la coupure irrationnelle. Alors il faudra voir ça de près dans le cinéma expérimental, qui a donné un rôle en effet à l'écran blanc, à l'écran noir très très important, comme même susceptible de variation, blanc sur blanc, etc., et à traverser des aventures analogues ou équivalentes à celles de la peinture. Bon. Mais je citais parmi les auteurs modernes, je citais Garel, comme donnant une importance particulière, cette fois-ci, à l'écran blanc ou noir, parce que c'est même plus une importance structurale, c'est une importance, je disais, génétique. Avec lui, l'écran blanc ou noir prend une valeur génétique par rapport à l'image, et pas simplement une valeur structurale. Or, là, je dirais exactement la même chose, c'est un cinéma fondé sur les coupures irrationnelles. La coupure irrationnelle aurait comme deux figures le faux raccord à la limite de la perceptibilité et l'écran blanc, l'écran noir et leurs dérivés, je veux dire l'écran bleuté, l'écran neigeux, l'écran surexposé, l'écran sous-exposé, tout ce qu'on a un tout petit peu vu précédemment. C'est un cinéma. C'est en sens un type de cinéma nouveau. Alors, qu'est-ce que je viens de confirmer dans tout ça? Je viens de confirmer uniquement le thème suivant. Vous comprenez, on pourrait même aller plus loin. Je disais, la mutation de la pensée, que j'ai cherchée là, chez Blanchot, chez Foucault. Elle avait deux grands caractères. C'était la pensée du dehors. C'était une pensée qui se réclamait de cette instance mystérieuse, le dehors, dont on a vu que ce n'était pas le monde extérieur, que le dehors, c'était bien au-delà du monde extérieur. Je disais, c'est une pensée du dehors qui se révèle dans la pensée comme l'interstice. L'interstice se met à valoir pour lui-même. Je dirais que l'image cinématographique, non pas vérifie, mais invente pour son compte une mutation complètement analogue, dans la mesure où le faux raccord dans le cinéma moderne est devenu une coupure irrationnelle, c'est ça l'interstice, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus partie ni de l'une ni de l'autre. Le faux raccord ne fait plus partie ni de l'une ni de l'autre des deux séries d'images qui le séparent. En sens, c'est une coupure irrationnelle. Donc, interstice, deuxième notion, présentation de l'interstice élargie, l'écran blanc ou l'écran noir, que j'appellerais la présentation du dehors de l'image.
la présentation du dehors ou d'un dehors de l'image ou d'un envers de l'image. Si bien que les deux caractères fondamentaux que nous avons trouvés au niveau de l'image de la pensée, le dehors et l'interstice, le dehors se présentant dans l'interstice, trouvent leur correspondant dans l'image cinématographique. Le faux raccord et l'interstice, son développement dans l'écran noir ou l'écran blanc, et la corrélation de l'écran noir ou blanc avec le faux raccord conçu comme interstice, c'est-à-dire comme coupure irrationnelle. Si c'était comme ça irait tout à fait. Bon. Vous voulez un peu de repos? Hein, on se repose. Hein. Vous réfléchissez à ça, et puis vous me dites, ah non, pardon, avant qu'on se repose. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a un film qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est un film de Hans Richter qui s'appelle Rythme 21, qui a été fait dans les années 30. Oui. Qui effectivement est composé uniquement de blanc et de noir, et par exemple, le film, les images du film sont claires. Il y a par exemple une partie, un cadre complètement blanc, c'est-à-dire un statut d'avant-garde. L'image est complètement blanche, et puis on voit une forme qui apparaît, c'est-à-dire un point, un endroit particulier de l'image, un point noir qui s'agrandit, une forme apparaît, et en fait cette partie noire vient remplir tout l'écran. C'est-à-dire que c'est cette forme qui devient ensuite l'écran lui-même. Ouais. Bon, alors là il y a de nouveau un écran, et puis dans cet écran noir, il y a de nouveau, donc il y a de nouveau un point qui apparaît. Et puis ce point lui-même va devenir l'écran. Cette fois-ci, un point blanc, alors. Un point blanc, bien sûr. Un point blanc. Et puis, dans ce point blanc, d'autres points vont apparaître. Comme ça, c'est une suite. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais alors, je ne sais pas ce que tu en tires. Pour moi, ça fait partie, une fois dit que ça fait partie de la grande tradition du cinéma abstrait. Pour moi, c'est l'ancien régime du cinéma abstrait. C'est un régime de la culture assez... effectivement, je ne sais pas si c'est une coupure rationnelle ou irrationnelle, c'est une coupure très bizarre en tous les cas. C'est une coupure qui... À la limite, on peut dire, je veux dire, selon les critères classiques, on pourrait dire qu'il y a un seul plan de beauté du film. Il y a une seule image, je ne sais pas. Il y a un seul. Il y a alternance entre deux séries, mais ça, on le verra. Moi, je voudrais beaucoup essayer de faire une périodicité du cinéma abstrait, où là, j'aurais besoin de toi. Et on verra. Parce que pour moi, je dirais très vite que dans le cinéma expérimental, les vraies coupures, ou les vrais équivalents de coupures irrationnelles, n'ont paru qu'à partir des méthodes de clignotement. Il me semble qu'il y aurait une grande différence au niveau de... comment il s'appelle? C'est McLaren. C'est ça, hein? C'est au niveau de McLaren qu'on passe à des coupures vraiment irrationnelles. Mais enfin, il faudrait qu'on en parle. Mais enfin, on le verra. Bon. Je vais finir ce point avant que vous parliez. Je dis, si on essayait donc de mieux fixer le caractère d'une différence possible avant-guerre, après-guerre, du point de vue, cette fois-ci, donc du défilé des images cinématographiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque chose comme ceci? Je dis quelque chose comme ceci parce que, évidemment, faut tellement le nuancer. Encore une fois, c'est pas le cinéma après la guerre qui invente le faux raccord, tout ça. Non, il s'agit donc de quelque chose de plus compliqué. Mais je reviens à l'exemple de Eisenstein. Je vous renvoie au texte classique, au grand texte, la non-indifférente nature, et au commentaire très détaillé que Eisenstein donne du cuirassé Potemkin.
ça c'est des pages célèbres. Bon. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois l'idée que, donc, les images se développent suivant une spirale. Et que cette spirale, une spirale logarithmique, spirale ouverte, et je lis, j'en ai assez de faire des dessins, vous voyez, il faut vous donner un axe, je sais pas. Non, et puis une spirale c'est difficile à faire, très difficile à faire, vous voyez un petit peu. Vous vous donnez un axe là comme ça, puis vous faites votre spirale à partir d'un point. Enfin bref, vous vous reporterez. Le 10-18, page 59, c'est le grand chapitre, l'organique et le pathétique. Je lis page 59. Les spirales logarithmiques sont diverses, mais toutes ont en commun une particularité. Les vecteurs successifs disposés sur le dessin, comme OA, O étant le point d'origine de la spirale, A étant la coupure avec l'axe, B aussi, C aussi, les vecteurs successifs disposés sur le dessin, comme OA, OB, OC, OD, forment une progression géométrique. C'est-à-dire que dans une spirale logarithmique, on sera toujours en présence de la série OA sur OB égale OB sur OC égale OC sur OD, etc., égale petit n. Là, on a l'impression que Eisenstein, il en rajoute, évidemment. Puis on se dit, non. Je veux dire, il n'a pas appliqué tout ça. Mais c'est vrai que la manière dont il conçoit un film, il le montre très bien pour le cuirassé, elle est faite comme ceci. Il lui faut un point césure. Il lui faut le développement spiralique et un point césure, c'est-à-dire une coupure. Son problème, c'est choisir la coupure. Lui-même dit, il y a une grande coupure dans le cuirassé Potemkin. Et la coupure, c'est le passage des os à la terre avec la mort, où l'on passe du cuirassé au deuil à terre. Pour lui, c'est ça la grande coupure, avec passage des os à la terre. En effet, la coupure est multiple, elle concerne les éléments, elle concerne le dynamisme, elle concerne la matière, elle concerne la forme, enfin, bon. Donc, vous avez un développement spiralique et une césure. Ensuite, il montrera que chaque vecteur de la spirale, c'est-à-dire les différentes parties, ont elles-mêmes des coupures. Et comme il dit, la coupure, elle ne doit pas être à la moitié. Ça fait des symétries extrêmement lassantes. Mais elles sont au fameux point, c'est un point, au point de la section d'or. Bon, je n'ai pas le temps de reprendre tout ça, vous verrez, ça fait partie des grandes pages de l'organique et le pathétique. Donc, vous voyez, trois notions très fondamentales, la spirale, la détermination d'une grande coupure-césure et les différentes parties d'un côté de la série, donc qui fait deux grandes séries, et dans la série première, dans la série antécédente, tout comme dans la série suivante, à nouveau, des sous-césures, des sous-coupures. Or, la loi du type O sur A égale O sur B, non, OA sur OB égale OB sur OC, etc., etc. C'est-à-dire, la plus petite partie doit être à la moyenne ce que la moyenne est au tout, m'apparaît une excellente définition du rapport commensurable. Et de la même manière, je dirais, les points césure, les sections d'or, sont d'excellentes présentations
de ce qu'on appelle vraiment en mathématiques, là puisqu'il invoque les mathématiques, de ce qu'on appelle en mathématiques des coupures rationnelles. Alors, je dirais à mon avis, pour faire le lien avec tout ce qu'on faisait l'année dernière, qu'un cinéma qui distribue les séries d'images suivant des rapports commensurables et des points rationnels, c'est exactement un cinéma. De l'image-mouvement qui nous donne une représentation indirecte du temps. Alors, je ne vais pas le développer puisque ce n'est plus notre sujet, mais c'est presque pour faire le trait d'union avec tout ce qu'on faisait l'année dernière. Et encore une fois, Eisenstein pourra notamment dans Ivan le Terrible arriver à une technique du faux raccord, par exemple dans la scène des Popes, dans une scène célèbre des Popes, où il y a des faux raccords merveilleux, pour arriver à une technique des faux raccords telle que on dira, mais c'est déjà complètement là. Ça n'empêche pas que ça n'a pas la même fonction. Que les faux raccords, là, jouent vraiment le rôle de lacune. C'est-à-dire, ce sont des lacunes que doit franchir le défilé des images en sautant par-dessus. Tandis que si j'essaie de définir le cinéma moderne, je dirais, en un sens, rien n'a changé, et en un autre sens, tout a changé. Pourquoi? Parce que, là, tout se passe comme si les lacunes n'étaient plus subordonnées à l'enchaînement des images. C'est l'inverse. C'est l'enchaînement des images qui est subordonné aux lacunes, si bien qu'il ne subsiste d'enchaînement que ce que les lacunes permettent. Ou ce qui revient au même. Je dirais, c'est un cinéma où il n'y a plus de lacunes à proprement parler, il y a des coupures irrationnelles. Notamment, il y a un contresens, je veux dire, je ne sais pas le russe, mais c'est évident qu'il y a un contresens dans la traduction, parce que le traducteur, il ne s'est pas assez occupé de mathématiques. Je signale ces pages, ça m'a paru très surprenant. Ces pages, il y a un contresens très choquant parce que, oui, page 65, exprimé par des nombres entiers, vous trouvez en plein là tout ce qu'on vient de raconter sur les nombres rationnels. Exprimé par des nombres entiers, dit Eisenstein, la proportion des distances du point de la section d'or aux extrémités du segment se concrétise par des approximations successives de la série suivante: 2 tiers, 3 cinquièmes, 5 huitièmes, 8 treizièmes, 13 21e, et ainsi de suite. Ou par la fraction incommensurable 0,618 pour le plus grand segment en comptant le tout pour l'unité, ce qui est la formule même de la section d'or. Il est évident que la fraction incommensurable est un non-sens. Pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de fraction incommensurable. L'incommensurable, le rapport incommensurable s'exprime dans un nombre irrationnel, c'est-à-dire non fractionnaire. Il n'y a pas de non fractionnaire. En revanche, le mot qui convient au niveau de la fraction, c'est fraction irréductible. 2 tiers, par exemple, est une fraction irréductible, puisque elle ne peut s'exprimer ni dans un nombre entier, ni dans un nombre avec virgule fini. Il s'agit donc de fractions irréductibles, du type 2 tiers. Mais parler d'une fraction incommensurable est un contresens, pas gênant pour la compréhension de la page, mais gênant pour le français de la traduction. Alors,
Je dis, lorsque les lacunes, c'est la même chose, hein, lorsque les lacunes se subordonnent l'association, lorsque les lacunes se subordonnent l'enchaînement des images, c'est-à-dire lorsque ne subsiste de l'enchaînement que ce que la lacune permet, à ce moment-là, la lacune n'est plus une lacune. Elle a cessé d'être une lacune, elle est devenue une coupure irrationnelle qui vaut pour elle-même, et c'est précisément parce qu'elle vaut pour elle-même, sous la forme développée de l'écran noir ou de l'écran blanc, qu'elle se subordonne les associations, les enchaînements d'images. On est sorti des enchaînements. Il ne subsistera des enchaînements que ce que les coupures permettent. Pour ça, je disais, au hasard Balthazar me paraît le film génial, le grand film à cet égard. Les enchaînements locaux. Il n'y a plus que des enchaînements très locaux. Des enchaînements très locaux distribués, répartis par la coupure irrationnelle, par le jeu des coupures irrationnelles. Et là-dessus, que ces coupures irrationnelles s'élargissent et valent pour elles-mêmes, prenant une valeur structurale ou une valeur génétique, sous forme d'une valeur propre de l'écran blanc ou de l'écran noir, c'est évident, ça va de soi. Et en effet, je vais juste terminer là, ce point en disant, bah oui, les deux sont également intéressants. L'usage imperceptible de la coupure irrationnelle, c'est-à-dire le faux raccord rapide, ou l'usage à perception grossie sous forme de l'écran noir ou de l'écran blanc, sont complètement, et puis toutes les transitions entre les deux, sont complètement complémentaires, même si ce n'est pas les mêmes auteurs qui affectionnent l'un ou l'autre. Prenez la méthode Godard. La méthode Godard, il me semble, dans beaucoup de films, on aura l'occasion de revenir là-dessus, encore une fois, c'est qu'un programme qu'on est en train de faire. La méthode Godard, elle consiste à, je disais, briser l'enchaînement des images. Ça consiste à dire, à la manière dans le style Godard, vous comprenez, vous, spectateurs, vous êtes à la chaîne parce que les images elles-mêmes s'enchaînent. Et tant que les images s'enchaînent, vous êtes à la chaîne. Donc on fait du travail à la chaîne. Le cinéma se fait à la chaîne, le spectateur est à la chaîne. Bon, vous voyez les développements brillants de Godard là-dessus. On est tous des SO, on est tous, le cinéma c'est du boulot, etc. Très bien. Et il annonce, notamment dans Ici et ailleurs, il annonce un désenchaînement qui sera à la fois une libération du spectateur et une libération de l'image. Comment il fait? Je veux dire, je suis en train de dire ce qui compte dans le cinéma moderne, c'est d'une certaine manière les interstices, soit sous la manière des faux raccords, coupures irrationnelles, des points irrationnels, soit sous forme de l'écran blanc, l'écran noir valant pour lui-même. Encore une fois, pensez à l'importance de l'écran plumeux dans le dernier film de René. Et à quel point il a une valeur pour lui-même, c'est-à-dire à chaque moment où pourrait se faire un enchaînement dans l'histoire, il flanque son écran voltigeant, là son écran noir avec des grains voltigeants, des petites plumes voltigeantes, des électrons voltigeants, c'est le moment de la musique qui va précisément casser l'enchaînement. Bon, et il ne subsistera d'enchaînement que, précisément, celui des deux morts. La mort apparente, la mort réelle du personnage dont je parlais la dernière fois, puisque chez René, tout se passe toujours entre deux morts. Alors, on peut toujours objecter, mais quand même, il n'y a d'interstice que par rapport à des enchaînements subsistants. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, l'interstice cesse d'être subordonné à l'association des images. C'est ça qui me paraît très important. Quand l'interstice se met à valoir pour lui-même, soit comme coupure irrationnelle, soit comme écran blanc-noir, eh bien
bien, l'enchaînement des images passe au second plan. Les images sont réellement désenchaînées, où il n'y a plus que des enchaînements locaux dont il faudrait chercher la loi. La loi, peut-être qu'on commencera à l'apercevoir la prochaine fois. Je dirais que ce sont, je le dis d'avance, comme ça, pour engager, pour ceux qui connaissent ça un peu, il faudrait dire que c'est des enchaînements, il y a un mot pour ça, en physique, en mathématiques, en calcul des probabilités, c'est des enchaînements semi-fortuits. Semi-fortuits. C'est un truc très spécial, c'est ce qu'on appelle exactement des chaînes de Markov, d'après un auteur célèbre, Markov, qui a étudié ce type d'enchaînement. C'est des enchaînements, c'est des morcelages, je dirais, c'est des morcelages réenchaînés. L'enchaînement n'est jamais direct. Il y a des opérations de réenchaînement par la coupure, et c'est ça qui explique le renversement du rapport. C'est exactement du morcelage réenchaîné. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a que du réenchaînement. Mais enfin, on essaiera de comprendre ça plus précisément. Ça nous fera encore des mathématiques, c'est bien. Alors, je dis, la méthode de Godard, en effet, comment il fait pour arriver à ces désenchaînements? Vous voulez, je prends un cas qui a fait hurler, et en effet, un cas qui a fait hurler ici et ailleurs. Le rapprochement de deux images, l'image de Golda Meir et l'image d'Hitler. Et là, quand même, en effet, ça. Et quels que soient les jugements sur la politique d'Israël, le rapprochement et l'enchaînement godardien ici et ailleurs de Golda Meir et d'Hitler a quelque chose qui, pour beaucoup de spectateurs, ont été réellement insupportables. D'une certaine manière, je dirais, et c'est le même problème, que c'est parce qu'on ne sait pas assez lire les images. C'est parce qu'on se contente de la voir, l'image. Si on la voit, il y a en effet quelque chose à la limite du supportable. Si on la lit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir compte de tout ce que je viens de dire, l'image qui devient lisible. Je dirais, l'ancienne image, elle était visible. La nouvelle image, elle est peut-être d'une certaine manière lisible. Mais ça veut dire quoi? Ce serait insupportable, ce rapprochement, si c'était une association qui franchissait même un interstice. Si c'était une association, même si cette association sautait par-dessus un petit vide entre les deux, il y aurait quelque chose de dur. Mais il se trouve que là, il est évident que dans le cas de Golda Meir, Hitler, Godard fait une provocation délibérée. Et pour la comprendre, au moins cette provocation délibérée, il faut voir comment il procède autrement quand il n'y a pas provocation. Il ne cherche pas du tout deux images semblables ou contiguës entre lesquelles se ferait l'enchaînement. Si vous enchaînez des images par ressemblance ou contiguïté, c'est évident que la coupure est subordonnée à l'association. C'est-à-dire, même s'il y a coupure, l'enchaînement des images saute par-dessus, c'est-à-dire la coupure est la condition minimum pour que le défilement, l'association se fasse. Mais justement, Godard ne cherche pas ça. Quand il a une image, il ne cache pas sa méthode, elle est très concrète. Quand il a une image, il se dit, avec quelle autre image, je vais la mettre en rapport. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une autre image semblable? Absolument pas. En d'autres termes, c'est la différence qui est première. Il est bien de son époque. Rappelez-vous les grands textes de Lévi-Strauss sur « on a toujours cru que la ressemblance était première par rapport à la différence, et la différence qui est première par rapport à la ressemblance. Une structure, c'est une distribution de différences, etc. etc. » Bon. Mais une image étant donnée, Godard se dit avec quelle
autre image, je vais la mettre en rapport, les conditions n'étant ni celles de la contiguïté, ni celles de la ressemblance. Alors, qu'est-ce que les conditions, si c'est ni la contiguïté, ni la ressemblance? C'est-à-dire les associations dont on a parlé précédemment, comme faisant partie de l'ancienne image de la pensée. Vous vous rappelez, l'association par contiguïté, l'association par ressemblance jouait dans l'ancienne image de la pensée. Ça va être quelque chose de très différent. Ça va être quelque chose comme des conditions qu'on appellerait en physique de disparation. C'est-à-dire choisir une autre image, dissemblable, lointaine, donc ni ressemblance ni contiguïté, mais de telle manière qu'entre les deux, quelque chose se passe. Vous comprenez, ça implique un choix, c'est-à-dire ça implique là une création. J'ai une image. Je cherche à tout prix une autre image. Alors ça peut rater de deux manières. Première manière de rater, dans la méthode de Godard, ce serait retomber dans une simple association. Choisir une autre image qui serait semblable ou contiguë. Deuxième manière de rater, je choisis au hasard une autre image. C'est pour ça que les chaînes de Markov, ce n'est pas de l'aléatoire, c'est du semi-aléatoire. C'est du semi-fortuit, ça m'en va. Peu importe. L'autre manière de rater, je choisis n'importe quelle autre image. Il n'y a pas beaucoup de chance pour que quelque chose se passe entre les deux. Je veux dire, c'est un peu, mettons, et même pas, on ne peut pas dire que les surréalistes, je crois qu'ils sont restés très fidèles à l'association. Mais quand même, dans leur choix au hasard, on pourrait concevoir des choix au hasard d'un type surréaliste. Bon. Mais qu'est-ce qui se passera entre les deux images si je les tire au sort? Il y a peu de chances qu'il y ait un phénomène, pour parler toujours comme un physicien, il y a peu de chances pour qu'un phénomène de résonance se produise. Donc, le problème godardien, ce serait choisir une autre image, différente et distante. Il y a deux conditions anti-associatives, les deux conditions de désenchaînement, différentes et distantes, de telle manière que pourtant, quelque chose se passe entre les deux. Entre les deux. C'est la méthode du entre. Alors, dans ici et ailleurs, c'est quoi? Les images qu'ils se donnent, c'est le groupe de Fedaïn. Le film sortira, je ne sais plus combien de temps, 10 ans après, quoi. Et toujours sur ces Fédalines que vous avez entendu parler ou pas entendu parler, ces Fédalines sont morts, etc. Bon. Et l'image qu'il va choisir, c'est un couple français, 10 ans après, dans ses rapports avec la télé, dans ses rapports avec la cuisine, dans ses rapports avec l'amour, etc. Bon, c'est pas rien. Il faut que quelque chose passe entre les deux. Il faut que, entre les deux, dans cette confrontation bizarre, qui ne se fait ni par ressemblance ni par contiguïté, quelque chose soit révélé, je dirais, à la lettre, qui n'appartient ni à la première image ni à la seconde. Ça, c'est la pure méthode Godard. Elle apparaît à l'état pur, si vous voulez, 2 fois au moins, dans Ici et ailleurs, d'une part, et d'autre part, dans 6 fois 2. Mais elle est là tout le temps. Voyez que ça n'est plus un enchaînement d'images. C'est en effet un cinéma qui n'enchaîne plus les images. Pourquoi? Parce qu'il procède par coupure irrationnelle. Il procède par incommensurable. Je dirais les deux images sont incommensurables. L'image des Fédayines et l'image du petit couple français sont 2 images incommensurables. Entre les deux, il y a vraiment une coupure. C'est une coupure irrationnelle à l'état pur.
Et que ce problème de la coupure soit très conscient chez Godard. Vous le trouvez dans Sauf qui peut. Dans Sauf qui peut la vie. Vous trouvez les fameux arrêts sur l'image, les arrêts de mouvement. Du type, bon, où finit la caresse, où commence la gifle. Et il y a une très belle séquence, là, où le héros s'approche de l'héroïne, tend le bras, bon, où commence la caresse, non, où finit la caresse, où commence la gifle. Vous comprenez que là, il me semble, dans cette opération par quoi il réfléchit sur son cinéma tout en le faisant, etc., je ne peux pas dire que ce soit de la réflexion abstraite, puisque toutes ces images sont construites comme ça. De même, si vous pensez, si vous vous rappelez dans Sauf qui peut la vie, la décomposition des attitudes pornographiques dans l'épisode porno. Dans l'épisode porno, la décomposition, qui est d'abord une décomposition visuelle des attitudes de corps, hein, et puis une décomposition sonore des sons, une décomposition des phonèmes. Bon, les procédés de décomposition sont constants. Alors, où finit la caresse, où commence la gifle? Il faut le comprendre exactement là dans le schéma de Dedekind de tout à l'heure. S'il y avait une coupure rationnelle, on pourrait dire la caresse finit à tel moment, ou bien dire la gifle commence à tel moment. Et Godard, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe entre la caresse et la gifle. Coupure irrationnelle. Il s'agit de saisir cette coupure irrationnelle, cette entre la caresse et la gifle, qui n'appartient ni à la série de la caresse, ni à la série finissante de la caresse, ni à la série commençante de la gifle. En d'autres termes, deux images étant données, on en fera surgir une troisième qui n'appartiendra, plutôt deux séries d'images étant données, on fera surgir entre les deux une troisième qui file pour son compte et qui n'appartient ni à la première série ni à la seconde série. Là, il y a un procédé qui est réellement un procédé de désenchaînement des images. Et dès lors, si vous voulez, c'est ça l'interstice. C'est ça l'interstice et c'est ça le renversement. Lorsque l'interstice désigne une coupure irrationnelle, encore une fois, il n'est plus au service des enchaînements d'images, à la manière d'un fondu. Au contraire, c'est l'enchaînement des images qui disparaît au profit de l'interstice, ou du moins ne subsiste de l'enchaînement qu'un réenchaînement. Sans même qu'il y ait eu enchaînement. Il peut y avoir qu'un réenchaînement distribué par l'interstice. Et dès lors, c'est la vocation naturelle, pas chez Godard, mais c'est comme la vocation naturelle de l'interstice ainsi compris, de se développer. En écran blanc et en écran noir. Et je dirais encore une fois, là, pour résumer l'ensemble, l'écran blanc ou l'écran noir, c'est vraiment la force du dehors, le dehors ou l'envers de l'image, tout comme la coupure irrationnelle, c'est l'interstice. Et la force du dehors se manifeste dans l'interstice. C'est ça le thème fondamental de, à la fois, l'image cinématographique et de l'image de la pensée. Si bien qu'on en a fini avec cette troisième mutation. Puisque, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'était confronter des mutations de l'image, à la fois image de la pensée et image cinématographique, à trois niveaux. Nos trois niveaux, c'était substituer la croyance au savoir. Deuxième niveau, donnez-moi un corps.
Troisième niveau, la pensée du dehors. Là, on a fait notre tâche. Il nous resterait une quatrième mutation. À voir. Quatrième mutation. Cette quatrième mutation, mais je vais m'arrêter tout de suite parce que je voudrais que vous disiez, vous, un petit peu... Cette quatrième mutation, on l'a pressentie déjà. C'est ce qu'on commencera à faire la prochaine fois, mais là j'y tiens beaucoup aussi. Alors, au lieu de vous imposer des mathématiques, je vous imposerai autre chose, de pas plus gai. Ce serait donnez-moi un cerveau. Donnez-moi un cerveau. Donnez-moi un cerveau, vous comprenez, ça peut vouloir dire quoi, si je prenais ça comme formule d'un changement radical et dans l'image cinématographique et dans l'image de la pensée. Donnez-moi un cerveau. Alors, c'est comme pour le corps, je vous disais évidemment, ça ne veut pas dire donnez-moi un beau corps. Donnez-moi un cerveau, ça ne veut pas dire donnez-moi un beau cerveau. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un cerveau, on en a un, on a besoin de personne. D'accord, on a besoin de personne. Tout comme on a un corps, on a besoin de personne. Eh oui, mais après tout, on avait besoin de Blanchot pour découvrir quelque chose sur ce corps. Et peut-être que, comme disait Kierkegaard, ça voulait dire mettez-moi une écharde dans le corps. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi un cerveau. Et mettez-moi quoi dans le cerveau? Vous comprenez pourquoi ça s'enchaîne. Si j'avais pas cette quatrième formule, donnez-moi un cerveau, vous pourriez me dire d'avance, il manque quelque chose. Parce que s'il y a un endroit, s'il y a un organe où se posent des problèmes alors de coupure, et des drôles de problèmes de coupure. Très joli de dire ça entre par le cerveau et ça sort du cerveau. Le réflexe, par exemple, bon, vous avez le message sensoriel, ça passe dans le cerveau et puis ça fait ça fait un acte, ça fait un mouvement moteur. Quand même, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donnez-moi un cerveau, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que peut-être deux choses ont changé, là aussi, entre les guerres, cette fois pas à cause de la guerre, ou bien si, peut-être que la guerre, il faut quelque chose là-dedans. Moi, j'ai l'impression de deux choses. Je crois qu'il ne faut jamais chercher qui est en avance ou pas. Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la science? Est-ce que... dans la richesse des choses, on ne sait jamais qui a commencé. Mais moi, j'ai le sentiment de deux choses. Que les savants, que la science du cerveau s'est développée intensément depuis la guerre, si bien que la science nous propose aujourd'hui des modèles cérébraux d'une toute autre nature. C'est très lié au problème de l'automate. Tout ça, on retrouvera donc. Tout ça, ça va très bien avec les problèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est d'une autre nature. Et qu'il y a des chaînes du cerveau aujourd'hui, des modèles cérébraux qui font frémir. Pourquoi? En fonction des coefficients d'incertitude, pas du savoir, mais des coefficients d'incertitude fous qui frappent les opérations cérébrales. Je veux dire, la manière dont le cerveau ne peut plus être pensé d'une manière dite déterministe, mais où l'on doit faire appel à des schémas probabilitaires, ou pire, ou à des schémas aléatoires dans la réception et la communication d'un message qui rendent notre impression du cerveau là, de plus en plus fragile. Je dis de plus en plus fragile. Je veux dire, c'est comme une écharpe dans la chair. Donnez-moi un corps, ça voulait peut-être dire... Il faut bien que mon corps ait son écharde. Donnez-moi un cerveau, ça veut peut-être dire... Il faut bien qu'un jour à l'autre, je m'aperçoive que le cerveau est l'organe le plus fragile, le plus aléatoire de tous mes organes. Est-ce que la science nous l'apprend? Peut-être.
Mais ce n'est pas de la science, c'est pas la science que nous appliquons quand nous pensons notre cerveau. Nous avons certains rapports avec chacun de nous a ses rapports avec son cerveau, tout comme on a des rapports avec son corps. C'est de ça dont je veux parler. C'est des rapports vécus avec le cerveau. Non seulement nous avons une science du cerveau, quand je dis nous, ça renvoie à ceux qui la font pour nous, les spécialistes du cerveau, mais indépendamment d'eux, nous vivons d'une certaine manière notre rapport avec le cerveau. Je dis de même que, et pas du tout l'un par l'autre, c'est pas la science qui a changé le rapport vécu que nous avons avec notre cerveau. Là, je pense, et là je fais une grande contribution au problème de l'incompréhension des générations, j'ai le vif sentiment que on ne vit plus, que nous ne vivons plus notre rapport avec le cerveau, avec notre cerveau personnel, de la même manière que, mettons, il y a 50 ans, ou il y a 100 ans. Non seulement les schémas scientifiques, les modèles scientifiques ont changé, mais ce n'est pas par application scientifique, c'est qu'en même temps et d'autre part, notre rapport vécu avec notre cerveau a changé. Nous n'en attendons peut-être pas les mêmes choses, nous en attendons d'autres choses. Ça, c'est du vécu. Là aussi, la fatigue latente m'est devenue cérébrale. La fatigue latente. Avons-nous la même fatigue? Quel est notre rapport vécu avec notre cerveau? Tout comme j'essayais de dire, quel est notre rapport vécu avec notre corps? Alors, il ne faudra peut-être pas s'étonner que, de même qu'après la guerre, s'est développé un cinéma des corps, que j'ai essayé de commenter en même temps que j'expliquais la formule « Donnez-moi donc un corps », que le cinéma d'après-guerre ait lancé un nouveau cinéma du cerveau. Un cinéma du cerveau, il y en a toujours. Et à mon avis, c'est un des grands apports du cinéma dit expérimental depuis. Et il y a un cinéma expérimental depuis la naissance du cinéma. Mais la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un cinéma du cerveau qui a pris une toute nouvelle forme après la guerre? Vous voyez que notre problème est à nouveau triple. Les modèles cérébraux, notre rapport vécu avec le cerveau, la possibilité d'un cinéma moderne du cerveau. Et si je voulais faire des symétries là, faciles dans une histoire du cinéma, tout serait bien après tout. Parce que j'ai dit pour le cinéma des corps, j'ai pris un Américain. Il y en a d'autres, mais j'ai pris un Américain parce que celui-là me paraissait génial. C'était Cassavetes. Je disais, voilà, c'est ça, le cinéma des corps. Attitude et gestus, si vous vous rappelez. Et tout l'espace subordonné à l'attitude et au gestus. Et puis je disais, d'autre part, la nouvelle vague. Godard, Rivette font un cinéma des corps. Et là aussi, à base d'attitude et gestus et réduction de l'espace, à l'enchaînement des attitudes dans le gestus. Un grand cinéma du cerveau, je crois que là aussi, bon, alors il nous faudrait un Américain et un Français, ce serait bon. Comme exemple, il y en a bien d'autres. Je dirais, il y a bien un Américain dans tout le cinéma. Un cinéma du cerveau, c'est un cinéma qui nous présente le cerveau comme monde. Dans le cinéma américain, il y en a un qui a fait ça. Le cerveau monde, c'est Kubrick. C'est Kubrick. Bon, quelle conception du cerveau, quelle image cinématographique du cerveau. Une fois dit que j'entends pas par image cinématographique du cerveau filmer un cerveau. Pas plus que je n'entendais pas de cinéma des corps filmer un corps. Ça peut comporter ça. Mais évidemment, c'est pas ça. C'est le monde comme cerveau, le cerveau comme monde. C'est ça le cinéma de Kubrick. Et puis en France, un auteur qui a évidemment rien à voir avec Kubrick, mais qui me semble bizarrement le même projet, mais il va le mener d'une toute autre façon, on en a déjà un peu parlé, c'est René.
Chez René, là, le monde cerveau, le cerveau comme monde et le monde comme cerveau, devient l'objet suprême du cinéma. Prenez toute la mémoire du monde, c'est quoi? C'est la Bibliothèque nationale comme monde, mais chaque élément de la Bibliothèque nationale, il y a un très bon critique de René, un très bon commentateur qui s'appelle Bounour, qui dit « Le type qui pousse les chariots, l'a rempli de livres, se comporte absolument comme un messager neuronique. » Il se comporte comme un messager neuronique dans le film de René, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale, elle est monde, elle est aussi cerveau. Elle est cerveau, elle est aussi monde. Je veux dire, c'est un film du cerveau-monde. Bon, eh bien, chez René, justement, il est évident que les processus cérébraux, et il l'a toujours dit, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il a toujours dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Ou ce qui se passe dans la pensée. S'il a pris comme collaborateur Lamoury, dans Mon oncle d'Amérique, c'est pour exposer explicitement, non pas une théorie, ça Lamoury s'en charge, de faire une théorie du cerveau, mais c'est pour faire explicitement un cinéma du cerveau. Dans le film qui a été si mal reçu par le public, qui est un des plus beaux René, Stavisky, René explique que si Stavisky est complètement déséquilibré, c'est parce que tout s'explique par ceci, qu'il vit avec deux moitiés de cerveau non synchrones. Tiens, ça devrait nous intéresser, parce que je parle rapport vécu avec le cerveau. Est-ce que, contrairement à il y a bien longtemps, est-ce que nous avons gardé la synchronie de nos deux moitiés de cerveau? Est-ce que ça fonctionne synchrone? Est-ce qu'un nouveau cinéma du cerveau, ça ne va pas nous apprendre ce que nous savions en secret? Que nos deux moitiés de cerveau ne sont pas du tout synchrones. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas synchrone, hein? Est-ce que ça donne les malheurs, à la fois les splendeurs de l'escroc Stavisky et sa fin incertaine, sa fin dont on ne sait pas ce qu'elle a été, bon, mais deux moitiés non synchrones, bon, ça c'est un thème qui excite René. Si vous prenez par exemple, si je cherchais à faire des différences faciles, René Godard, c'est évident qu'il ne s'intéresse pas au même problème. Pour Godard, il s'intéresse beaucoup à la pensée. Pourtant, tous les deux sont de très grands penseurs cinéastes. Mais je dirais pour Godard, le cerveau, c'est une dépendance du corps. Et on ne peut pas dire qui a raison, qui a tort, ça ne veut rien dire. Pour René, le corps, c'est une excroissance du cerveau. L'un n'est pas plus abstrait que l'autre. Hein. Ce n'est pas question abstrait concret. Parce que dans le cerveau, il y a autant de passion. Et le cerveau, ce n'est pas un processus raisonnable, ce n'est pas un système raisonnable. Hein. Le monde n'est pas rationnel, mais le cerveau, il n'est pas raisonnable. Donc le monde cerveau, il ne se caractérise pas spécialement par une logique exquise. Hein. C'est un lieu de passion. Vous avez, là, dans votre cerveau, vous avez, alors, est-ce que c'est des centres? C'est douteux que ce soit des centres, mais vous avez des pulsions de jalousie, des pulsions de meurtre, de mort. Vous avez des pulsions de suicide, etc., qui animent le cerveau au monde, autant qu'elles animent le corps. Donc, je dis, ce n'est pas une différence du tout. Mais ça me semble évident qu'il ne s'intéresse pas du tout. Et il faut, du coup, un cinéma extrêmement différent. Un cinéma du corps, des attitudes du corps et des gestus qui relient les attitudes du corps, d'un côté. D'un autre côté, un cinéma des sentiments dans leur enracinement cérébral. Des liens entre ces sentiments. Des liens cérébraux entre ces sentiments. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau? Bon, ça c'est le problème de René.
Si bien que le point où nous en sommes, là on va arrêter, écoutez, oui, je vais vous expliquer. C'est ce dernier point qui nous reste pour en finir avec notre programme. Il nous faudrait la prochaine fois commencer déjà à débrouiller qu'est-ce qu'a pu être, même au niveau de la science, entre l'avant-guerre et l'après-guerre, le grand changement dans une conception scientifique du cerveau. Il faudrait arriver à le faire aussi d'une manière aussi simple, si vous voulez, que tout à l'heure pour l'histoire du théorème de Pythagore. Il faudrait repérer des grands axes qui ont changé, qui posent pas le problème de la même manière, quoi, les biologistes, au niveau du cerveau, et pour des raisons très simples. Et il faudra, d'une manière indépendante, se demander en effet de quelle manière aujourd'hui nous vivons notre rapport avec le cerveau, avec la fragilité du cerveau. Mais j'ai le sentiment que nous avons pris une conscience, ce n'est pas un progrès, nous avons pris une conscience de la fragilité du cerveau, qui est là, qui décourage beaucoup d'entre nous de penser, parce qu'ils se disent mais qui est un phénomène, je suis très frappé dans les études psychologiques sur le corps, ça n'intervient jamais, enfin à ma connaissance, cette histoire. Du temps où déjà, même l'existence, il y a Merleau-Ponty parlait tellement du corps vécu, tout ça. Le rapport vécu avec le cerveau, on n'en parlait jamais. Je crois que le rapport vécu avec le cerveau, c'est une détermination de notre rapport avec le corps très, très, très profonde. Notamment, aussi bien générateur de joie que générateur d'angoisse. Là, il y a quelque chose qu'il faudra chercher. Alors, ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de réfléchir à l'ensemble, puisqu'on touche à la fin de ce programme. Parce que j'aimerais que vous parliez aussi, que vous voyiez comment le compléter, à partir de... que vous repreniez, vous, que vous ayez relativement présent à l'esprit, ces trois premières mutations. Celle de la croyance, celle du corps, celle du dehors. Une fois dit qu'il nous reste la quatrième mutation, celle du cerveau. Alors, si vous aviez des questions à poser sur les trois premières, on commencerait par là. Et puis, on attaquerait la quatrième, qui est la dernière. Voilà.